Sitôt repris ce matin, le procès du gouvernement Tiao 3 sur le dossier de l'insurrection a été renvoyé à une date ultérieure. La Haute Cour de justice a accédé à la requête des avocats de la défense. Ces avocats avaient saisi le Conseil constitutionnel sur la loi portant donc fonctionnement de la Haute Cour de justice. Le Conseil constitutionnel a 30 jours au maximum pour statuer sur cette requête. Dans ce journal, nous nous intéressons à la production des noix de cola. La filière intéresse de plus en plus le monde paysan dans la région des Cascades. Précisément à Bérigadougou, où il est installé, le producteur Daouda Ouattara possède un champ de colatier qui lui rapporte plus d'une demi-tonne par saison. Et puis en Côte d'Ivoire, le mouvement de mutinerie dans l'armée a repris ce lundi. Des tirs nourris ont été entendus à Abidjan, la capitale économique, et dans d'autres villes du pays. Concernant le motif, les mutins affirment toujours réclamer des primes impayées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez qu'au Mali, le camp de l'aménagement situé à Tombouctou a subi une nouvelle attaque ce lundi. Plusieurs roquettes auraient été tirées sur le camp qui abrite plusieurs contingents de soldats onusiens, dont des Burkinabés. Un soldat burkinabé a été légèrement blessé et immédiatement pris en charge par les services de santé. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso est en fin de mission et il quittera notre pays le 18 mai prochain. Aujourd'hui, il est allé faire ses adieux au président du Faso et au premier ministre. Occasion pour Massato Futeshi de se prononcer sur la belle expérience qu'il dit avoir vécue au Burkina Faso en tant qu'ambassadeur. Le point de ses audiences avec Konsun Koulibaly, Tanga Kafando et Zalissa Sanfo. L'ambassadeur du Japon est ici pour faire ses adieux au président du Faso. Il est en fin de mission. Après 4 années passées auprès des populations burkinabées, il repart le cœur léger et avec le reflet du devoir accompli. Massato Futaishi retient surtout 4 années de fonction, riches en enseignements. J'ai vu la persévérance, le courage et le dévouement héroïque du peuple burkinabé à la cause patriotique. J'ai vu l'aspiration et la détermination du peuple burkinabé à la liberté, à la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Et côté coopération aussi, selon l'ambassadeur, il y a des motifs de satisfaction. Les relations entre le pays des hommes intègres et celui du soleil levant sont au beau fixe. Au chef du gouvernement aussi, l'ambassadeur du Japon est venu dire au revoir et merci pour avoir facilité la collaboration. Avant de poursuivre, sachez que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rendra à Doha au Qatar demain 16 mai 2017 pour une visite d'amitié et de travail. Le renforcement de la coopération bilatérale sera au centre de cette visite au cours de laquelle plusieurs dossiers seront passés en revue. Au cours de son séjour, le président du Faso aura des entretiens avec les plus hautes autorités de l'État du Qatar et ce déplacement à Doha va permettre d'impulser une dynamique particulière aux relations qui existent entre les deux pays. Après le Qatar, le chef de l'État se rendra à Riyad, en Arabie Saoudite, sur invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Dans ce pays, il prendra part au sommet arabe islamique américain. Ce sommet vise à instaurer un nouveau partenariat pour faire face à la menace terroriste et à l'extrémisme. Nous repartons à la primature où Paul Kabatsieba a reçu ce lundi le comité d'organisation de la deuxième session du cadre de concertation entre l'État et les organisations de la société civile. Cette deuxième session aura lieu le 23 mai prochain et le comité d'organisation s'attelle à ce qu'elle se déroule normalement. Les membres de ce comité sont donc allés faire le point des préparatifs au Premier ministre. Des précisions avec Kwale Nebié et Lazare Pouya.
C'est une rencontre de travail entre le Premier ministre et une délégation des membres du comité d'organisation de la deuxième session du cadre de concertation entre l'État et les organisations de la société civile. Conduite par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, la délégation est allée faire le point des préparatifs de la tenue de cette session prévue pour le 23 mai prochain à Paul Kabat-Thiéba, président de ce cadre de concertation. Il faut relever qu'il y a quelques semaines, nous nous sommes retrouvés à Bobo-Dioulasso, réunissant les OSC des 45 provinces du pays, où nous avons décortiqué le thème central qui va être discuté lors de ce cadre-là, qui est la cohésion sociale et la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Donc ce sont ces points de préparation-là que nous avons fait à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et puis échanger sur certains aspects de l'organisation de ce cadre-là à venir. À la fin de la rencontre, il y aura un échange direct entre le chef de l'État et les OSC. Institué depuis 2014, le cadre de concertation entre l'État et les OSC constitue une tribune d'échange sur le développement du Burkina Faso. Selon le président du Conseil national des OSC du Burkina Faso, la date du 23 mai pour la rencontre pourrait être modifiée pour tenir compte du calendrier du président du Faso. À l'Assemblée nationale, ce lundi, les députés ont adopté 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant protection des végétaux et le projet de loi portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso. Pour le gouvernement, l'adoption de ces lois permettra une meilleure protection des humains, des animaux et de l'environnement contre les dangers liés à l'utilisation anarchique des pesticides. Le point de la plénière avec Césaire Carrefour et Oumou Sissi. Le ministre en charge de l'agriculture face aux députés pour la présentation et l'adoption de 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant protection des végétaux et du projet de loi portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso. Et à l'unanimité, ces 2 projets de loi sont adoptés par les 81 votants du jour. Nous avons voulu que ces 2 projets de loi qui semblent se ressembler, mais qui a quand même une certaine différence entre les 2, puissent passer et que nous puissions vraiment faire un contrôle sur la protection des végétaux, un contrôle sur les pesticides afin de préserver nos populations et la population animale et notre environnement des dangers qui peuvent survenir dans la mauvaise utilisation de ces éléments-là. Pour une bonne application de ces lois, des actions sont entreprises par le ministère en charge de l'agriculture. Il y a un encadrement de près. On conseille, on sensibilise, on utilise tous les canaux possibles, même la presse, pour les publicités et aussi pour la sensibilisation des populations pour que les produits qui sont importés ou qui sont fabriqués sur place puissent être utilisés dans la bonne dose, ce que nous appelons les bonnes pratiques. Le vote de ces 2 projets de loi vient ainsi combler les insuffisances juridiques et permet au Burkina Faso de s'aligner sur les textes régionaux et internationaux en la matière. Autre point de l'actualité est de 4 pour la Haute Cour de justice qui a une fois de plus renvoyé le procès du dernier gouvernement Tiao à une date ultérieure. La Cour a accédé ainsi à la requête des avocats de la défense qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur la loi portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Autre nouvelle, l'avocat des victimes de l'insurrection populaire a introduit une requête aux fins de donner la possibilité à ces victimes de se constituer partie civile. Plus de précisions avec Gérard Sommet et Zoubavier David Dabiri. 4e report du procès du gouvernement Tiao 3 ce matin à la Haute Cour de justice. Les motifs de ce renvoi, 2 requêtes introduites auprès du Conseil constitutionnel. La première est une saisine du Conseil par les avocats de la défense sur la non-rétroactivité de la loi portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice et surtout l'inconstitutionnalité de ces décisions qui ne font l'objet d'aucun recours. La deuxième requête, elle, est portée par Maître Guy Hervé Cam au nom des victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Elle vise à saisir le Conseil constitutionnel aux fins de donner aux victimes la possibilité de se constituer
partie civile à ce procès. La loi sur la haute cour de justice en cette disposition-là n'est pas conforme à la garantie donc, du droit d'accès à la justice, parce que dans ce cas-là, effectivement, les victimes de l'insurrection n'ont pas accès au droit à la justice et nous souhaitons que le Conseil constitutionnel dise que donc, cette disposition n'est pas conforme et que la loi sur la haute cour doit être modifiée pour permettre aux victimes de participer à la manifestation de la vérité devant la haute cour de justice. Sur les deux saisines, la haute cour de justice a décidé de s'en remettre à la décision du Conseil constitutionnel à la grande satisfaction des parties. Nous sommes satisfaits parce que nous estimons que c'est la justice qui gagne lorsque vous saisissez le Conseil constitutionnel parce que vous estimez que certaines dispositions d'une loi sont contraires à la Constitution. Et il va de soi que la haute cour en tire les conséquences et constate effectivement que le Conseil constitutionnel a été saisi et s'y soit statué. Et c'est en cela que nous sommes satisfaits parce que vous constaterez que la dernière fois, nous avions demandé à la haute cour de saisir le Conseil constitutionnel parce que la loi était de notre côté qui indiquait que lorsque des dispositions sont mises en cause dans un tel procès, la haute cour avait l'obligation de saisir le Conseil constitutionnel. Et comme la haute cour ne l'a pas fait, nous avions en tant qu'avocats pris nos responsabilités, nous avons saisi le Conseil constitutionnel, nous avons apporté la preuve de cette saisine-là devant la haute cour qui en a tiré toutes les conséquences de droit et sujet à statuer. Les différentes parties se sont d'ores et déjà engagées à respecter les décisions du Conseil constitutionnel sur les saisines. Le procès est donc reporté à une date ultérieure. Voilà, toutes nos excuses donc pour la qualité sonore dans ce reportage. Les observatoires communautaires sur l'accès aux services de santé contribuent au renforcement du système de santé au Burkina Faso. Cette affirmation émane du RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels. Ce réseau interpelle donc le ministère de la Santé à prendre en compte les observatoires communautaires d'accès aux services de santé dans les financements. L'atelier de plaidoyer s'est tenu le 13 mai dernier à Ouagadougou. Yacouba Gamine, Mariam Daou et Omar Zambri. Le réseau Accès aux médicaments essentiels, RAM, veut jouer sa partition pour la promotion de la santé des populations. Et il est question ici de faire un plaidoyer pour la prise en compte des observatoires dans le financement du Fonds mondial au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Le Burkina est engagé actuellement dans l'élaboration des demandes de financement au Fonds mondial. Donc nous voulons justement faire ce plaidoyer afin que cette dynamique d'élaboration de la demande au Fonds mondial intègre justement les observatoires afin que nous puissions avoir les ressources nécessaires pour continuer cette activité, continuer à renforcer cet outil qui aide effectivement les décideurs à prendre les décisions les plus idoines pour améliorer la santé de nos populations. Une initiative saluée par le ministère de la Santé qui considère les observatoires comme des outils pertinents pour améliorer le dispositif de santé. C'est une opportunité pour le ministère de la Santé de réitérer encore une fois son engagement à impliquer la société civile dans la gestion des services de santé et dans la prestation des soins. Il est extrêmement important pour nous de démocratiser les services de santé. Nous allons travailler en tout cas à ce que nous puissions faire un plaidoyer efficace pour que dans le mécanisme de financement du Fonds mondial, la part de financement à la société civile puisse être augmentée. L'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé du réseau Accès aux médicaments essentiels est mis en œuvre depuis 3 ans dans 3 pays, à savoir le Niger, la Guinée et le Burkina Faso. Et cela grâce à l'appui financier de l'expertise France à hauteur de plus d'1 demi-milliard de francs CFA. Les infirmiers et les infirmières constituent également un maillon essentiel dans la chaîne de fonctionnement du système de santé. Cela a été rappelé à la célébration de la Journée internationale de l'infirmière qui a lieu le 12 mai de chaque année. Au plan national, c'est Bobo Dioulasso qui a abrité la cérémonie commémorative au cours de laquelle le travail des infirmiers les plus méritants a été reconnu. Le reportage de Hassan Gourabou et Karim Sissi. Des certificats de reconnaissance remis à des infirmiers et infirmières admis à la retraite. Et cela dans le cadre de la Journée internationale de l'infirmière. Je suis fière de la fonction d'infirmière et j'encourage mes petits frères, mes enfants
à bien collaborer. L'accueil est très important pour un infirmier. Et si quelqu'un arrive et il vous voit, un malade qui arrive, qui voit décontracté déjà, il est à moitié guéri. Cette année au Burkina Faso, la journée est célébrée à Bobo Dioulasso sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger et atteindre les objectifs du développement durable ». La journée du 12 mai constitue pour nous une occasion non seulement de se ressourcer et de se rappeler à chaque instant qu'il y a des aînés, ceux qui nous ont devancés, qui ont tracé la voie et qu'il faut continuer à suivre parce que de toute façon, les préoccupations même du 19e siècle sont toujours actuelles chez nos populations en matière de santé et l'infirmier doit toujours rester l'infirmier. Les différents intervenants ont tous reconnu le rôle fondamental des infirmiers dans la société. Et la marraine de la cérémonie félicite ses filleuls et les invite à assurer avec professionnalisme leur fonction de soins infirmiers. Vous n'allez pas voir un village sans un agent de santé. Donc c'est des gens qui se battent nuit et jour pour le bien-être de notre population. À noter qu'il est prévu des conférences sur le rôle juridique de l'infirmière, une opération de collecte de sang, de contrôle de tension artérielle et un match de football. Intéressons-nous à présent à l'actualité dans le monde agricole et nous mettons le cap sur la province de la Liraba où une délégation de la Société des fibres textiles a rencontré les producteurs de Sobara. Les échanges ont eu lieu la semaine écoulée en prélude à la campagne cotonnière 2017. Les producteurs ont exposé à la Sofitex les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Des précisions avec Martin Zerbo et Ali Traoré. Le village de Sobara, Nyankorodougou, fait partie des localités les plus productrices de coton dans la Liraba. Pour encourager les producteurs dans ce élan et aussi les inciter à mieux faire, les agents de la Sofitex échangent ici avec eux. C'est un forum qui se tient en prélude à la campagne cotonnière 2017. Au niveau de Sobara ici, ils font environ 8000 tonnes. Mais il faut savoir que la zone a déjà fait 18 000 tonnes dans le passé. Voilà, donc il y a des soucis aussi encore à récupérer et c'est pour ça que nous sommes là. Les questions du prix d'achat complémentaire pour les producteurs, les difficultés pluviométriques, le prix du kilo de coton et aussi des intrants, autant de préoccupations soulevées lors de cette rencontre. Les ressources, essentiellement, les préoccupations, c'est que nous appelons le prix d'achat complémentaire qu'ils appellent ressources. Voilà, c'est le prix d'achat complémentaire. Nous leur avons dit qu'il n'y aura pas de prix d'achat complémentaire pour cette campagne parce que ça fait 8 ans que la filière cotonnière enregistre des pertes qui sont liées à la culture du coton CGM. Le village de Sobara produit en moyenne 8000 tonnes de coton par campagne. Pour cette année, il est attendu 14 000 tonnes de coton. Vous connaissez certainement la noix de cola, mais pas l'arbre qui produit ce fruit exotique. Cela est normal puisque les noix de cola sont majoritairement importées au Burkina Faso. Mais la tendance est en train de s'inverser car des producteurs burkinabés s'intéressent de plus en plus à la culture des colatiers, c'est-à-dire les arbres qui donnent les noix de cola. Daouda Ouattara fait partie de ces producteurs installés à Beregadougou, dans la région des Cascades. On découvre son travail dans ce dossier signé Salifou Belem et Omar Zambri. Voilà, tu vois ça? Des noix de cola fraîchement cueillies d'un colatier. Nous sommes dans le champ de Daouda Ouattara, un producteur agricole de la région des Cascades. Ici, dans son exploitation de colatier, Daouda Ouattara fait faire le tour du propriétaire à Olive Sawadogo, un agent du service technique de l'agriculture de Beregadougou. Cette année encore, la moisson s'annonce bonne car les colatiers n'ont pas du tout été avares. Voilà, ça donne jusqu'à descendre les branches en bas. Bon, tout le temps, la cola, il y a quelque chose. La cola ne finit pas. Tu vois, cette noix est préparée. Ça, c'est presque arrivé. Regarde ici. Tu vois le cola. Regarde. Ça a été donné jusqu'à casser les branches. Vous voyez. Là, les gens disent que ça disparaît, c'est faux. Et quand ça mûrit, ça tombe aussi. Ouais, ça mûrit, ça tombe. Vous voyez ça. Puis ça tombe seulement, tu enlèves comme ça. Tu vois. Et puis, une seule capote, ça peut donner tout blanc et puis la rouge aussi. Ça, c'est blanc. Ça, c'est déjà prêt. Et pour confirmer que c'est bien et belle des noix semblables à celles vendues sur le marché et qui proviennent d'ailleurs pour la plupart, une petite dégustation s'impose pour chasser le doute.
C'est bon? C'est très beau. C'est très bon. Très beau. Dans cette exploitation agricole de plus de 5 hectares, le promoteur possède plus de 70 pieds de collatier et plusieurs autres arbres fruitiers exotiques. En moyenne, il dit récolter plus de 500 kg de noix par saison, une production qu'il écoule en raison de 1000 francs CFA de kilo. Ça part aux pharmacies aussi. Et puis les gens demandent pour faire les mariages avec ça, la baptême, tout. Rien que la semaine dernière, il m'a dit qu'il a eu 50 kilos de cola. Donc, c'est que c'est productif et c'est rentable. Donc, tout ce cola, c'est du cola bio en réalité parce qu'il ne met pas de l'engrais chimique. Pour Daouda Ouattara, planter des colatiers peut être une bonne affaire pour les agro-businessmen en quête de la bonne affaire, car ils produisent tout le temps. En témoignent ces jeunes fleurs qui poussent pendant que certaines gousses sont mûres, d'autres encore en formation. En plus, c'est un produit aujourd'hui incontournable dans les sociétés ouest-africaines, car indispensable pour certains rites et coutumes, sans oublier l'utilisation dans la phytothérapie et la consommation individuelle. Et depuis quelques années, les producteurs agricoles bénéficient de l'accompagnement de l'Association pour le développement du monde rural. Cette association leur offre un cadre de valorisation et de promotion des produits agro-silvo-pastoraux. L'événement se tient chaque année à Komsilga, une localité située à une quinzaine de kilomètres de la capitale burkinabé. L'édition 2017 est prévue du 23 au 27 mai prochain, comme l'a annoncé le comité d'organisation de la foire de Komsilga. Consul Koulibaly, Bouma Ernest Nebier. Promouvoir les activités de production et de transformation des filières secteurs agricoles, pastoraux et forestiers non lieux pour une amélioration durable des revenus des acteurs du monde rural. C'est le thème retenu pour la 4e édition de la foire internationale de Komsilga. Une foire qui se tiendra du 23 au 27 mai prochain dans la dite commune. Plusieurs activités sont prévues à cette édition selon les animateurs de cette conférence de presse. Plus de 400 stands seront installés pour permettre aux participants d'exposer et de vendre leurs produits. Ces stands, qui sont de 3 catégories, seront mis à la disposition des acteurs moyennant la somme de 50 000, 100 000 et 200 000 francs CFA en fonction de leur standing. Au regard du caractère pédagogique de la FICOM, un espace sera aménagé pour des conférences et des causeries publiques. Les rassemblements ruraux, quant à elles, sont des espaces B2B qui offrent des cadres d'échange professionnels entre participants pour un meilleur positionnement des produits sur le marché régional, national et international. L'agenda de cette foire prévoit également des animations culturelles nocturnes intitulées « Les Nuits du Paysan » accompagnées d'une cérémonie de récompense et de remise de prix aux meilleures initiatives dans les différentes filières. Dans un tout autre registre, du 11 au 13 mai dernier, les acteurs du monde des affaires étaient invités à la conférence internationale des Toastmasters du district 94. Cette conférence leur a permis d'améliorer leurs compétences en leadership et en art oratoire. Elle a connu la participation des représentants de 15 pays africains, Ibrahima Sombié et Kadi Sanogo. Une conférence internationale du district des Toastmasters 94 pour partager les expériences. Et c'est autour du thème « Tradition orale africaine et Toastmaster, constante et variante d'une démarche d'apprentissage à l'art de la communication et du leadership » que ces Toastmasters, venus des différents pays d'Afrique, échangent pour améliorer leurs connaissances en leadership. C'est une occasion pour nous de nous retrouver, de faire des formations, de faire des concours de discours, de procéder à des élections pour la prochaine mandature. Durant ces 72 heures d'échange, de nombreuses activités seront menées pour permettre aux participants de mieux s'outiller. Et nous allons poursuivre avec des panels et des activités, notamment des ateliers de formation en leadership et en communication, des concours d'art oratoire qui mettront aux prises les meilleurs orateurs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Toastmaster International est une organisation dédiée à la communication et au développement des compétences en leadership. Elle organise chaque année une conférence. Cette présente édition se tient au Burkina et réunit 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale
avec près de 300 Toastmasters. Un mot de sport dans ce journal. Du 18 au 24 mai prochain aura lieu à Niamey au Niger l'édition 2017 du top 16 de la zone C2 de rugby à 15. Les étalons seront de la partie et ils se préparent depuis plus de 6 semaines. Ils ont élu domicile au centre d'entraînement des étalons à Ouagadougou. Ce matin, le ministre des Sports et des Loisirs leur a rendu visite. On voit cela dans ce reportage de Jérôme Tsenderbego. Pour sa créativité et son originalité, les héritiers de la colline du jeune réalisateur malien Ousmane Samasekou décrochent le Grand Prix Nouza Drissi d'une valeur de 30 000 dirhams marocains à cette 9e édition du FIDADOC, le Festival international du film documentaire à Agadir, parmi les 10 films en compétition. Du prix du public en passant par celui des droits humains, le prix spécial du jury, ce sont au total 6 distinctions qui ont été décernées à cette cérémonie de clôture. Le projet a commencé ici en 2013. Et c'est grâce à FIDADOC que j'ai rencontré des producteurs et des chaînes de télé qui m'ont aidé techniquement et financièrement pour que je puisse aboutir ce projet de film. Manifestation cinématographique de référence en matière de documentaire au Maroc, le FIDADOC ambitionne désormais amplifier son impact professionnel. Il souhaite également développer sa vocation panafricaine avec pour objectif la structuration d'une filière documentaire à partir du Maroc et de s'imposer comme une plateforme d'échange et de coproduction incontournable dans le monde. On travaille déjà avec par exemple le Ouaga Film Lab au Burkina Faso. On sera à Durban en juin et donc on espère là aussi développer nos partenariats avec l'Afrique du Sud. Voilà, de telle manière de faire d'Agadir et du Maroc une plateforme pour accueillir tous les documentaristes. C'en est donc fini pour cette 9e édition du Festival international du film documentaire à Agadir. Rendez-vous est pris en 2018 pour la 10e édition. Voilà, vous venez donc de suivre le reportage sur le Festival international du film documentaire de Agadir au Maroc qui a refermé ses portes le week-end écoulé. Le FIDADOC 2017 qui a vu le sacre du film intitulé Les héritiers de la colline du réalisateur malien Ousmane Samasekou. Parlons donc de cette compétition de rugby qui aura lieu au Niger. Et ce matin, le ministre des Sports et des Loisirs était au centre d'entraînement des étalons pour leur rendre visite. Les étalons qui se préparent donc depuis plus de 2 semaines à prendre part à cette compétition. Ils sont en regroupement ici au Comet depuis près de 2 mois et à la veille de leur départ pour le tournoi de Niamey, grosse surprise. Le ministre Taïrou Bangri leur rend visite. Sachez que le ministère est derrière vous, vous accompagnera toujours parce que vous faites aussi la fierté d'un pays quand vous êtes dans les étalons. Vous avez vu au football, ça a été très bien pour eux, pour la jeunesse. Et pour espérer faire aussi bien que les étalons footballeurs, les renforts se signalent. Ouais, j'essaie de leur faire profiter de mon expérience, de leur donner des petits conseils, ce genre de choses, tout simplement en fait. Mais ils ont déjà un bon niveau, ils ont les bases, donc c'est très facile de m'adapter. Avec ses atouts, Thierry Barbet a pris le temps de bien préparer ses poulains, mais aussi de suivre les adversaires. Je pense que nous serions le club qui a le national qui a le plus changé, avec le plus de jeunes joueurs mélangés à l'équipe. Et donc on apporte des forces vives là-dedans et on espère que ça fera la différence. Surtout avec la visite d'encouragement du patron des sports. Il fallait que les garçons sachent que derrière tout ce qu'ils font, il y a quelqu'un qui aime, qui les soutient, ils ne sont pas orphelins. Donc c'est vraiment important. Les étalons rugbymen quittent Ouagadougou ce mardi 16 mai pour Niamey, où ils affronteront le Niger, pays organisateur, en match d'ouverture le jeudi 18 mai. En Côte d'Ivoire, le mouvement d'humeur au sein de l'armée a repris ce lundi. Des tirs nourris ont retenti dans la capitale économique Abidjan et dans bien d'autres villes du pays. Et concernant le motif, les mutins disent réclamer le paiement de primes qui leur avait été promise par le gouvernement en janvier dernier. Les mouvements de mutinerie qui troublent la Côte d'Ivoire depuis vendredi ont repris lundi à Boaké et à Abidjan, notamment où des soldats mutins affirment vouloir seulement réclamer des primes non payées. La situation était aussi tendue à Man dans l'ouest, Bondoukou et Douala au centre où des tirs sporadiques étaient entendus. Alors que la situation dans la capitale économique Abidjan avait été calme pendant le week-end, de nombreux tirs y ont retenti lundi matin en provenance des 2 camps militaires d'Akouédé,
formant la plus grande caserne du pays selon une habitante qui réside entre les deux enceintes. Des tirs étaient également audibles en provenance du camp Galieni, au plateau qui avait été un des points chauds de la journée de vendredi. On ne sait même pas c'est quoi qui se passe au pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au pays là, ça dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça dit qu'essayer de négocier ça avec ceux qui sont devant. Mais c'est pas pour empêcher la population pour aller faire le travail. Tu vois, nous aussi on est en train de chercher pour nous, pour pouvoir manger avec notre petite famille à la maison. Maintenant si vous nous empêchez pour ne pas aller travailler, on va faire comment pour vivre dans ça là? Ça nous fait mal, ça nous fait mal. On est fatigué de cette histoire là. Celui-là c'est lève les armes là-bas, c'est les fonctionnaires. Si les fonctionnaires c'est là maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? Hein? Il y a des droits à payer à tout le monde dans ce pays là, non vraiment. Il faut qu'on se calme. Les mutineries réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement après les mutineries de janvier qui ont ébranlé le pays. À l'époque, ils avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'eux et obtenu le versement dès janvier de 5 millions. On leur avait promis les 7 millions restants par tranche à partir de ce mois de mai. Jeudi, un représentant de soldats avait annoncé renoncer aux revendications financières lors d'une cérémonie en présence du président Alassane Ouattara et d'autres soldats qui se voulaient un point final à la protestation des forces de sécurité. Loin d'apaiser la situation, cette cérémonie en a fait déclencher un nouveau mouvement d'humeur dans un pays durement touché par l'effondrement des cours du cacao, vital pour son économie et dont il est le premier producteur mondial. Voilà, c'était un récit de Aimé Solange Djigma sur des images de l'AFP. Et cette nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire est largement analysée par les quotidiens burkinabés dans leur parution de ce lundi. Les journées se sont aussi intéressées à l'investiture d'Emmanuel Macron et à la 20e édition des Journées nationales du paysan. Voici la revue de presse signée Aimé Solange Djigma. Désormais, la journée nationale du paysan se tiendra tous les 2 ans, titre le quotidien. Pour plus d'efficience, précise aujourd'hui au Faso. Une journée au cours de laquelle le savoir-faire des producteurs ont été magnifiés, indique Sidouaya. À l'occasion, signale le quotidien, un journaliste a été agressé par un gendarme. Gezuma Sanogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dit n'avoir pas encore décidé de la suite à donner à l'incident dans les colonnes du pays. Informé des faits, le président du Faso a tenu à présenter ses excuses et à condamner cet acte de barbarie, indique aujourd'hui au Faso. Pour l'Express du Faso, il va falloir une fois de plus travailler davantage à rapprocher les deux corps qui, en réalité, sont condamnés à travailler ensemble dans l'entente, le respect et la courtoisie réciproque. Mutinerie répétée en Côte d'Ivoire, encore eux, s'exclame Sidouaya. Il y en a marre de ces panchos villas d'opérette qui réclament du garba au thon et au rang qu'il y a des civils qui mangent la vache enragée. Lance aujourd'hui au Faso. Ces ex-rebelles apparaissent aujourd'hui selon le pays comme un boulet au pied du régime en place et tenter de les mater serait prendre un gros risque, dixit le pays. Espérons donc que les différentes parties sauront raison garder afin de préserver cette paix si fragile mais si importante pour les Ivoiriens, conclut l'Obs. Macron officiellement à l'Élysée depuis hier, indique l'Express du Faso. D'après l'observateur Palga, ce qui ne va pas changer avec Macron en Afrique, c'est l'ambiguïté de la France à son rapport à la démocratie et à l'état de droit, le volume de l'aide au développement. Quid de la coopération militaire, ici non plus, rien ne va changer, insiste-t-il. Bien naïfs donc sont ceux qui attendent qu'un vent nouveau souffle de l'Élysée à l'Afrique, martèle le journal. Fin de cette édition, l'information revient à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à notre compagnie.